réfléchir un peu sur, essayer de vous rappeler ce que nous avons vu la semaine prochaine. On va essayer de faire une petite synthèse rapide. Tiens, bonjour aux derniers arrivés. Donc, la première réflexion que je vais vous soumettre, c'est en fait comment vous caractérisiez assez rapidement, en quelques mots, l'école telle qu'elle était, on va dire, après la promulgation des lois de Jules Ferry et celles qui ont succédé, les lois Goblet, etc. Comment vous caractériserez, à l'aide de ces lois, alors on a Joy qui nous dit laïque, gratuite, obligatoire, c'est vrai. Euh, la seule petite chose qu'il faudrait, j'allais dire, décrire, c'est quelle est en fait la structure maintenant de cette école. Alors peut-être pour vous aider à répondre à cette question, à l'heure actuelle, comment se structurent les... Voilà, Joy nous aide un peu, elle nous dit un niveau primaire et un niveau secondaire.
Alors, plus que niveau, qu'est-ce que l'on devrait utiliser comme terme? Parce que le niveau, ça sous-entend qu'après l'école primaire, il y a un niveau secondaire. Or, la structure de l'école n'était pas tout à fait celle-ci. Alors, est-ce que le collège puis le lycée, c'était pour tout le monde? Non. Alors, comment était structurée cette école? On parle souvent de deux ordres, dire que le système scolaire se définissait ou se structurait par deux ordres. Alors, on a un premier ordre, hein, on va dire, qui est l'école primaire. L'école primaire s'adresse à qui? L'école primaire recrute qui sur le plan social? Voilà, sur le plan social, hein, l'école primaire va recruter principalement les enfants issus, on va dire, du peuple. En, en 1900, en 1900 ou à la fin du 19e siècle, hein, l'école primaire rassemblait, on va dire, 95 à 96% des enfants scolarisés. Et on va avoir un ordre secondaire qui lui se recoupe sous trois niveaux, école primaire, collège et lycée, qui lui, on va dire, recrute principalement les enfants de l'élite sociale de la haute bourgeoisie. Donc on a arrivé à la fin du 19e siècle, on a une école qui est, comme l'a dit tout à l'heure Joël, qui est obligatoire, qui est gratuite. Alors, et laïque, attention, gratuite, c'est l'école primaire qui est gratuite. Le collège et le lycée ne sont pas gratuits. Pour finir le tour de cette école, on va revenir un peu, parce qu'on est passé rapidement sur l'ordre primaire. Le système de l'école primaire ou l'ordre primaire, en fait, a un primaire, c'est-à-dire l'école primaire, et on a vu que dans la deuxième partie du 19e siècle sont apparus les cours complémentaires et les écoles primaires supérieures qu'on appelle souvent être le secondaire du primaire. C'est-à-dire que les enfants qui sont issus de l'école primaire populaire ont la possibilité de poursuivre leurs études. On va dire, dans un premier temps, celles qui avaient été créées en premier, c'était les écoles primaires supérieures, hein, qui devaient être créées dans toute ville ayant au moins 6000 habitants. Et en fait, on a eu une école primaire supérieure qui s'est créée dans chaque département, hein, plutôt que dans les villes supérieures à 6000 habitants. C'était des structures qui étaient, on va dire, qui, des structures isolées. Par contre, quelques années plus tard, on a eu ce qu'on a appelé les cours complémentaires qui, eux, s'intégraient dans les écoles. Et bien souvent, c'était les instituteurs de ces écoles qui enseignaient dans les cours complémentaires. Donc, on a, à la fin du 19e siècle,
on a, on va dire, quasiment toute la population des enfants de 6 à 13 ans, hein, puisque l'obligation de scolarisation, hein, est faite pour les enfants de 6 à 13 ans. On va dire que quasiment toute la population des enfants de 6 à 13 ans sont scolarisés. Ce qui veut dire que c'est un grand pas par rapport au début du 19e siècle, où quand même, on va dire, moins d'un enfant sur deux allait à l'école, et allait à l'école en permanence, on peut dire. Ce score était encore plus faible quant à la scolarisation des filles. Or, la loi de 81, la loi de 82, rendant les, pardon, 82 ou plutôt 81, rendant l'école obligatoire, va rendre l'école obligatoire aussi bien pour les garçons que pour les filles. Donc, même si on a une école qui semble toujours inégalitaire, hein, avec un gros déficit d'égalité et d'équité, les progrès que les différentes réformes du 19e siècle ont mis en place, c'est que la scolarité des enfants a été organisée à la fin du 19e siècle, et cette scolarité prévoit la scolarisation aussi bien des garçons et des filles. Là, c'est un grand progrès, même si on verra que les progrès restent à faire, puisque là, on parle de l'ordre primaire, on parle de l'école primaire, mais dans les collèges et lycées, on a très peu de jeunes filles qui sont scolarisées. Alors, cette école qui se divisait suivant deux ordres, elle va petit à petit, on va avoir des revendications aussi bien politiques que sociales qui vont aboutir, on va dire, très lentement à ce qu'on va appeler l'école unique. Alors, on va compléter un peu le bilan que je vous ai proposé de faire sur les évolutions de l'école au 19e siècle. Hein. On va compléter compléter ce bilan. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, on a une école primaire et une école secondaire, finalement. L'école primaire regroupant la majorité des enfants, l'école secondaire regroupant, on va dire, les enfants de l'élite sociale. En 1900, on avait environ 6 millions d'élèves, dont 1 500 000 dans le privé, qui étaient âgés de 10 à 17 ans. Donc, on voit bien, hein, on a eu un gros effort de scolarisation. On a vu aussi que pendant tout le 19e siècle, il y avait une espèce de concurrence entre l'État et l'Église. Et là, on voit bien que finalement, au terme de ce siècle de concurrence, on va avoir un quart seulement des élèves qui sont scolarisés le sont dans le privé. Et le privé, ce n'est pas uniquement un privé confessionnel, hein, c'est aussi, on va commencer à voir apparaître ce qu'on appelle les boîtes à bachots, hein, c'est-à-dire des écoles privées qui, là encore, vont regrouper les enfants de l'élite sociale pour permettre, on va dire, des apprentissages plus spécifiques, et surtout pour permettre aux enfants de rester, on va dire, dans leur milieu. Mais comme on l'a dit, hein, comme on le fait remarquer, l'origine sociale va déterminer les choix de métier par une régulation implicite. Hein. On voit bien que les écoles primaires et les écoles secondaires ne vont pas dispenser les mêmes enseignements.
Et on va dire que les enseignements qui sont dispensés à l'école primaire sont des enseignements de base, sont des enseignements pratiques, pour ne pas dire pragmatiques, hein, qui vont orienter les élèves, on va dire, vers les métiers manuels, qui vont orienter, on va dire, vers les métiers qui offrent peu de carrière et peu de promotion sociale. Et donc, à l'issue de ce 19e siècle, l'école unique va être pressentie comme étant à la fois un moyen de démocratisation de l'école, mais aussi un moyen de démocratisation de la société. Ce qu'il faut bien voir, c'est que la société n'est pas du tout une société démocratisée. Peu de suffrages directs, hein, peu de suffrages universels permettent aux citoyens du peuple de pouvoir, on va dire, exercer leurs droits démocratiques. En fait, c'est un avatar de l'histoire qui va faire que l'école unique va devenir, on va dire, un objectif, sinon une finalité nationale, c'est la Première Guerre mondiale. Et on va en voir les raisons. Avant de voir ce qui s'est passé pendant la Première Guerre mondiale, on va voir pourquoi finalement cette école unique va être de plus en plus un leitmotiv au XXe siècle. Parce que malgré les avancées des lois Ferry et des précédentes, hein, la structure de l'école, c'est-à-dire cette école qui divise en deux la population, hein, qui dispense deux formes d'enseignement, hein, avec des enseignements qui sont valorisés et qui valorisent ceux qui en profitent, et des enseignements très basiques qui n'opèrent pas la promotion de ceux qui les reçoivent, cette structure va être très, très contestée. Et cette structure va être contestée et donner des conflits, on va dire, faire naître des conflits entre la droite et la gauche. Hein. Mais aussi, comme on le verra, on va voir que cette école unique ne va pas faire l'unanimité, on va dire, chez ceux qui sont les plus intéressés, c'est-à-dire chez les enseignants. Alors, les balbutiements de l'école unique, on va les voir apparaître, on va dire, pendant la Première Guerre mondiale et surtout après la Première Guerre mondiale. Ces balbutiements, vont naître, on va dire, de la réflexion d'intellectuels. C'était des professeurs d'université, des avocats, enfin, vous imaginez bien tout ce qu'on peut appeler les professions intellectuelles, qui se sont retrouvés dans les tranchées de Verdun avec les gens du peuple, avec un boucher, un agriculteur, un mécanicien. Donc là, on a eu une espèce de mélange social qui s'est opéré pendant on va dire, ce conflit qui a été très meurtrier et qui a été fait dans des conditions qui sont quasi inhumaines. Et donc, on va avoir un certain nombre d'intellectuels et d'enseignants universitaires qui vont former ce qu'on a appelé les compagnons de l'université nouvelle. Et ces compagnons de l'université nouvelle, alors qu'ils prenaient des bombes, des obus sur le coin de la figure, dans leurs tranchées, ont commencé à réfléchir, on va dire, à l'évolution de l'école, à la proposition d'une nouvelle école, d'une école qui serait plus solidaire, d'une école qui serait plus démocratique, d'une école qui serait plus égalitaire.
En fait, le fait de se retrouver dans les tranchées, on va dire, avec des gens qu'ils n'avaient pas l'habitude de côtoyer, puisque la société était quand même bien divisée, ça va faire apparaître de nouvelles valeurs, des valeurs transclasses, des valeurs, on va dire, qui vont traverser les classes sociales, qui vont remettre en cause la structure de la société qui fonctionne sur des classes sociales. Ainsi, on peut trouver dans le manifeste que les compagnons de l'université vont faire paraître immédiatement après la guerre, on va trouver notamment un certain nombre de phrases comme celle-ci: un peuple qui s'est uni dans la guerre ne peut être divisé dans la paix. Donc, la volonté, là, c'est de prendre en compte le fait que les gens se sont unis et que ce n'est pas parce que la guerre s'arrête que la société doit se rediviser. Une autre phrase qui est très symbolique de la réflexion des compagnons, c'est: les pères ont veillé dans les mêmes tranchées, partout où cela est réalisable, les fils peuvent bien s'asseoir sur les mêmes bancs. Et donc là, on dépasse la société, la réflexion va jusqu'à l'école. Et elle montre bien qu'on ne peut pas continuer à avoir une école divisée, divisée sur le seul critère de l'appartenance sociale. Et dans ce manifeste, les compagnons de l'université vont faire à la fois un audit du système scolaire et aussi un audit de la société. On va le voir tout à l'heure, l'audit du système scolaire va montrer que le système est défectueux, c'est-à-dire qu'il ne fonctionne pas, et que surtout le système est injuste. C'est ce qu'ils vont mettre principalement en avant avec d'autres constatations. Alors, pour eux, l'école unique est la seule solution. C'est-à-dire que on ne peut plus séparer les écoles, on ne peut plus avoir des écoles, notamment l'école primaire, qui fonctionnent sur des enseignements et avec des enseignants distincts. Cette notion d'école unique, elle n'est pas nouvelle. Dès la fin du XIXe siècle, Buisson, qui était un homme politique de la Troisième République qui appartenait au groupe des radicaux. Et puis on va avoir un psychosociologue qui s'appelle Toulouse, qui était, on peut dire, bourdieusien avant l'heure. Ces réflexions tendaient à montrer que l'école elle-même générait et reproduisait les inégalités de la société, que l'école reproduisait, ne faisait que reproduire les classes sociales. Toulouse, on va dire, avait 70 ans d'avance sur Bourdieu-Passeron, qui en 1974 feront paraître une recherche qu'on a appelée vulgairement la reproduction, où il montrait, preuve à l'appui, ce que Toulouse, lui, avait plutôt pressenti que démontré, et on aura l'occasion de l'évoquer un peu plus tard. Bourdieu et Passeron ont montré que l'école, finalement, n'était qu'un outil de reproduction de la société. Et pour en revenir aux compagnons de l'université, ils vont
réclamer et vouloir mettre en place une sélection orientation. Le recours à la sélection et à l'orientation étant pour eux, on va dire, le moyen de permettre à chacun de poursuivre les études en fonction de ses capacités, en fonction de ses aptitudes. La sociologie de l'éducation n'était pas ce qu'elle était, hein, et ils n'imaginaient pas que la sélection et l'orientation seraient aussi des outils qui permettent d'ancrer et de reproduire comment dirais-je, de reproduire les inégalités sociales, hein, au sein de l'école. Alors, ces réflexions sur l'école unique, c'est parce que l'école unique ou l'école tout court, notamment pour comment dirais-je, les hommes politiques de gauche, qu'ils soient socialistes ou qu'ils soient radicaux, hein, l'école était au centre des transformations de la société, mais avec des points de vue différents. Et cette opposition de points de vue différents, on la voit toujours maintenant. Pas forcément chez les politiques de gauche, mais dans les réflexions sur l'école et la société, dans les réflexions sur la part de l'école dans l'évolution de la société, on voit ces deux points de vue toujours existants. Alors, quels étaient ces points de vue? Pour les radicaux, et donc là, je vais vous faire partager, on va dire, le point de vue de Buisson. Il disait, le moyen le plus rapide de réformer la société, c'est de réformer l'école. Faisons donc l'école meilleure que la société. Réalisons entre enfants ce qui n'est pas, dit-on, réalisable entre les hommes. Peut-être ces enfants devenus hommes ne le trouveront plus si impossible à réaliser. Donc le point de vue de Buisson et des radicaux, c'est que l'école est un outil pour transformer la société. Et la société, au début, à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, était une société très divisée, elle l'est toujours d'ailleurs, mais il y avait peut-être encore plus que maintenant, encore qu'avec les difficultés sociales qui vont naître de la pandémie, ça reviendra peut-être en force. La société était très divisée et très inégalitaire. Elle était très inégalitaire, pourquoi? Parce que toutes les avancées sociales dont nous bénéficions à l'heure actuelle, les caisses de chômage, les caisses de retraite, la sécurité sociale et même maintenant ce qu'on voit avec les RSA, toutes ces choses-là, n'existaient pas au début du XXe siècle. Donc on avait une société qui était foncièrement inégalitaire et il y avait des luttes âpres entre, on va dire, les partis de gauche, hein, et les partis conservateurs de droite, les partis de gauche, eux, voulant, on va dire, parvenir à une société plus égalitaire, et les partis conservateurs de droite voulant garder leur position dominante dans la société. Et donc, les radicaux, eux, pensaient que si l'on transformait l'école, on pourrait transformer la société. Si on rendait une école plus juste, une école plus égalitaire, une école plus démocratique, on parviendrait à rendre la société plus juste, la société plus démocratique et la société plus égalitaire. Ça, c'est un point de vue qui existe encore maintenant. Dire que l'école doit permettre
les transformations de la société. Les socialistes, quant à eux, à cette époque-là, défendaient le point de vue inverse. Ils défendaient l'idée qu'il faut d'abord, comment dirais-je, transformer la société. Et c'est parce qu'on aura transformé la société que, du coup, par conséquence, l'école sera transformée par nécessité, puisque une société plus démocratique, une société plus juste, une société plus égalitaire ne pourrait plus se satisfaire d'une école divisée, d'une école qui divise. Donc on avait ces deux points de vue qui s'affrontaient. Ces deux points de vue qui s'affrontaient pour, on va dire, concourir à une école unique. La fonction de l'école unique étant finalement différente du point de vue que les, on va dire, les politiques de gauche se plaçaient. Alors, quel était l'audit des compagnons de l'université? Alors, la première chose que les compagnons vont dénoncer, c'est, on va dire, le centralisme de l'école. L'école étant on va dire, à la botte de l'État, l'école n'ayant aucune latitude, on va dire, pour s'adapter ou même pour pouvoir faire fonctionner sa pédagogie et ses enseignements. Alors, on voit bien que cette histoire de centralisme de l'école, ça va perdurer tout au long du XXe siècle et même tout au long du XXIe siècle. Et on va avoir une école qui va être plus ou moins centralisée ou plus ou moins décentralisée. Petit à petit, et on voit avec l'avènement donc presque un siècle plus tard, on voit avec l'avènement de François Mitterrand comme président de la République, on voit l'école qui va se décentraliser énormément. Du fait de la loi de décentralisation, la société, l'organisation de la société, la structure de la société, on va dire, se décentralisant, l'école va devoir suivre ce mouvement de décentralisation. Ce mouvement de décentralisation va, on va dire, perdurer. Mais si l'on regarde bien à l'heure actuelle ce qui se passe depuis quelques années, notamment au niveau pédagogique et au niveau didactique, on revient vers un centralisme, on revient vers une école qui est très centralisée. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais pour ceux qui, dans quelques années, seront enseignants, vous pourrez ressentir, j'allais dire, les effets de ce centralisme. Donc, le premier constat, c'est que une école trop centralisée ne peut pas s'adapter et ne peut pas être, on va dire, garant de la pédagogie et de l'enseignement qu'il souhaiterait mettre en place. Alors, au-delà de ce centralisme, il note ce que nous, on a déjà mis en avant, on va dire, c'est une école foncièrement divisée et égalitaire.
3 à 4% seulement des enfants du peuple, entre guillemets, de 10 à 17 ans, suivent des études secondaires. Et ce, jusqu'en 1930. En fait, il y aura un prémisse, on va dire, dans les 3-4 années avant les années 1930, où on va avoir des enfants issus, on va dire, des classes populaires qui vont suivre un enseignement secondaire. Fernand Buisson, en 1910, parlant de ses enfants, parlait des exceptions consolantes. Alors, qu'est-ce que c'est que ce terme d'exception consolante? C'est-à-dire que, notamment, les enseignants du secondaire qui, en général, appartenaient, on va dire, à l'élite sociale, parce que les enseignements du secondaire, eux, étaient recrutés après une licence, après le baccalauréat, licence, et une grande partie sur concours, hein, le concours du CAPES, alors que les instituteurs étaient, pour leur plus grande partie, recrutés, on va dire, après le brevet d'études primaires supérieures qu'ils passaient lors de leur dernière année à l'école primaire supérieure. Donc, on voit bien que même pour les enseignants, hein, on avait deux écoles. On avait des enseignants issus du peuple qui enseignaient aux enfants du peuple, et on avait des enseignants issus de l'élite sociale qui enseignaient aux enfants de l'élite sociale. Et donc, ce terme d'exception consolante, c'est utilisé par Buisson, c'était pour répondre au discours des conservateurs et des enseignants du secondaire qui montraient que justement, si l'on se donnait la peine, les enfants issus du peuple pouvaient suivre des études secondaires, que c'était juste une histoire de volonté et de travail. Vous savez bien qu'il n'en est rien. Si Buisson et Toulouse, eux, le pressentaient, l'aspect, on va dire, très social de cette sélection, les années 1960 et suivantes montreront qu'il ne suffit pas de le vouloir pour le pouvoir, mais que l'appartenance sociale est très importante dans la réussite scolaire. L'autre constat important fait lors de l'audit par les compagnons de l'université, c'est que l'école est coupée de la société et de son économie. Et donc, on voit bien que ce constat, il est très important. L'école coupée de la société, on le voit, là, on va pas revenir dessus parce que on a déjà parlé, on va dire, des différences sociales, mais coupée de son économie, ça, c'est très important. Parce que qu'est-ce qu'on a vu? Tous les progrès qui ont permis l'évolution de l'école, tous les progrès de l'école, ils ont été dus à quoi? Notamment au XIIe siècle, mais on va dire pour la naissance de l'école, déjà à l'époque des Romains et des Athéniens, c'est que l'évolution de l'école, les progrès de l'école ont été dus à la volonté de progresser sur le plan économique, de former des employés, de former des administrateurs, etc., rompus à l'économie. Et là, on voit que l'école, en fait, est coupée de cette économie. Donc, que l'école échoue, n'est pas efficace dans, finalement,
ce qu'on attend d'elle, former des citoyens qualifiés, former des gens qualifiés. Alors, pour l'anecdote, mais aussi pour bien comprendre ce que reprochaient les compagnons, je vais vous donner, on va dire, j'ai repris les phrases clés qu'ils utilisaient pour caractériser les différents niveaux de l'école, c'est-à-dire le niveau de l'école primaire, le niveau secondaire et le niveau de l'université. Pour les compagnons, l'école primaire est présentée comme n'ayant pas de lien avec le monde qui l'entoure, c'est-à-dire que c'est une école hors sol. Ils disent les maîtres donnaient à des élèves pressés de quitter l'école des rudiments hâtifs, sans lien véritable avec leur profession de demain. La critique du secondaire, elle va être encore plus terrible. Elle va dire loin du peuple, les fils d'une bourgeoisie égoïste se succédaient automatiquement, poussés tant bien que mal vers le tourniquet du baccalauréat. Donc là, qu'est-ce qu'ils veulent dire dans cette phrase? Ils veulent dire que c'est pas que la réussite au baccalauréat, que la réussite scolaire, elle doit rien, on va dire, aux compétences, au travail des élèves qui réussissent, mais elle doit surtout à leur positionnement social, ils doivent leur succès surtout à leur appartenance sociale. Et dernier point, c'est l'enseignement supérieur. Lui, il est présenté comme formant des jeunes à l'écart de la vie, se contentant de puiser leur savoir dans les livres. Et pour eux, la gestion du système confine à l'inefficacité. Et donc, les compagnons vont donner les bases de ce qu'on pourrait appeler une école unique. Ils revendiquent un enseignement transclasse. Ils disent l'enseignement nouveau s'adressera donc à toute la nation et à l'homme tout entier. Alors, quand ils parlent d'homme ici, c'est un raccourci, ils ne mettent pas de côté les filles. Il faut comprendre l'être humain. C'est-à-dire que pourquoi c'est important? Parce qu'on est en pleine période dans laquelle le dualisme cartésien fonctionne à plein à l'école. Je vous rappelle ce qu'est le dualisme cartésien. C'est Descartes disait que l'homme était fait de deux parties, d'un esprit qui commandait au corps. Donc le dualisme cartésien mettait en avant la formation de l'esprit et mettait de côté, on va dire, ou rendait subalterne la formation du corps, l'éducation corporelle. Donc, dans cette phrase, il y a deux choses. C'est que l'enseignement doit s'adresser à tous et toutes, mais aussi, on doit dépasser cette représentation de l'homme comme le faisait Descartes. L'homme est un tout, et non pas comme l'école composée d'un esprit qui commande au corps. Pour pallier aux critiques qu'ils ont fait sur le centralisme de l'État, il doit dire que les finalités sont définies par le ministère et il revendique une autonomie pédagogique des enseignants. Et ça, c'est important, et surtout,
je veux dire, si on le rapporte si on le rapporte à ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle, là, c'est-à-dire depuis 3 ans, c'est-à-dire que depuis 2-3 ans, on a un État qui fixe les finalités de l'école, ça a toujours été le cas, mais aussi qui réduit fortement l'autonomie pédagogique des enseignants. C'est-à-dire que on est en train de retomber dans le centralisme qui avait été condamné par l'audit des compagnons de l'université. Ce que je vous fais, ce que je viens de vous dire, c'est pour bien vous faire comment dire, mesurer, on va dire, l'aspect critique des propositions des compagnons de l'université. Ce qui se passe à l'heure actuelle, hein, on va dire, d'une certaine forme, d'une certaine façon, est un retour en arrière. Donc, à utiliser avec des pincettes si vous voulez argumenter dans ce sens-là. Autre partie très importante, et on va voir, c'est l'importance parce que c'est le rôle, ça va définir le rôle de l'école dans la société. Pour les compagnons de l'université, la démocratie se définit par l'intérêt général. C'est-à-dire que chacun doit trouver sa place dans la société de manière démocratique en fonction de l'intérêt général. C'est-à-dire que je dois me situer, je dois trouver ma place dans la société en fonction de ce que je peux apporter à cette société, en fonction de l'intérêt général de la société. Et donc, ça va avoir des conséquences sur la conception de l'école, notamment sur la définition des objectifs, des finalités de l'école. C'est-à-dire que l'école va avoir comme finalité de permettre à chacun de pouvoir développer les aptitudes et les compétences qui lui permettent de s'inscrire dans l'intérêt général. Autrement dit, ce n'est pas la position sociale qui va nous orienter vers telle ou telle étude, qui va nous orienter vers telle ou telle école. Mais ce sont nos aptitudes, nos capacités, nos compétences potentielles qui doivent nous orienter dans telle ou telle école, dans telle ou telle étude ou dans telle ou telle préparation à tel métier. Et donc là, on voit la nécessité d'avoir une sélection et une orientation. Et donc, pour les compagnons de l'université, hein, la seule hiérarchie qui puisse exister à l'école, ce n'est pas une hiérarchie sociale, c'est la hiérarchie du mérite et de l'utilité. Alors, je vais vous redire ce que j'ai déjà dit. Les compagnons de l'université, n'avaient pas les connaissances à la fois sociologiques et psychologiques de l'époque. Je vous rappelle que la sociologie est encore plus jeune que la psychologie et que la sociologie était balbutiante au début du XXe siècle. Les compagnons ne mesurent pas que le mérite est avant tout un mérite social. On verra Bourdon, Bourdieu Passeron, on verra Baudelot et Stablet, tout ça, qui montreront que cette notion de mérite n'est qu'une autre forme
dire, d'expression de l'appartenance sociale. Donc, l'école se voulant plus juste va vouloir fonctionner suivant le principe de sélection et d'orientation, sans se rendre compte que cette sélection va toujours aller dans le sens de la domination, on va dire, des classes de l'élite sociale sur les classes sociales populaires. Alors, cette conception de l'école va transformer le rôle du professeur. C'est intéressant de voir jusqu'où va la réflexion des compagnons. Pour Jules Ferry, les enseignants, notamment les instituteurs, ils étaient là pour dispenser, on va dire, les valeurs de la République. Ils étaient là les instituteurs étaient là pour former des citoyens. On parlait notamment des hussards de la République. Pour les compagnons, le maître, lui, va devoir révéler les vocations, c'est-à-dire faire prendre conscience aux élèves de leurs aptitudes, de leurs capacités, c'est-à-dire de leur faire prendre conscience, on va dire, de toutes les possibilités qui peuvent s'offrir à eux ou à elles en fonction, on va dire, de leurs capacités, aptitudes et compétences. Donc là, on voit bien que l'école n'est plus, on va dire, au service uniquement de la République, mais là, l'école va être au service, on va dire, de l'économie nationale, va être au service de la reconstruction nationale. D'où l'importance de l'école. Alors, je ne vais pas rentrer dans ce qu'on a déjà vu, notamment en histoire dans les années précédentes. Au lendemain de chacune des guerres, le pays était à reconstruire, aussi bien, on va dire, sur le plan économique que sur le plan structurel, que sur le plan social. Mais là, on voit bien l'influence du contexte ou la prise en compte du contexte de reconstruction nationale dans le rôle des enseignants définis par les compagnons. La conception des contenus aussi va changer. Les contenus vont devoir se renouveler et vont devoir être ce que l'on peut appeler une propédeutique, c'est-à-dire une préparation à d'autres études, à d'autres apprentissages. Jusqu'à présent, l'enseignement de l'école primaire, on dit, était quasiment un enseignement fermé. C'est-à-dire que les élèves apprenaient les bases, les rudiments de la géométrie, les rudiments de l'algèbre, les rudiments, pour pouvoir s'en servir, c'est-à-dire dans des métiers ou dans des activités professionnelles que l'on va leur proposer. Là, les contenus, les savoirs, les compétences que les élèves vont devoir acquérir sont, on va dire, des savoirs qui sont ouverts, qui vont permettre l'acquisition de nouveaux savoirs, l'acquisition de nouvelles compétences. C'est-à-dire qu'on est plus dans ce qu'on avait vu dans les plans pour l'école de la Révolution française, on est plus dans le apprendre à apprendre. Le manifeste des compagnons va aussi demander l'unification des classes primaires en supprimant les classes des lycées. On savait que les lycées, en fait,
un lycée n'était pas seul. On avait des classes primaires qui alimentaient un collège, qui alimentaient un lycée. Et tout ça dans la même structure, dans le même bâtiment. Et on avait donc les écoles primaires du secondaire, qui avaient un programme qui était différent des écoles primaires de l'ordre primaire. Donc les compagnons, eux veulent une unification de l'enseignement, vont commencer par unifier la base du système, c'est-à-dire l'école primaire, en supprimant les écoles primaires des lycées. C'est-à-dire que les écoles primaires de la bourgeoisie devront ne plus dépendre des collèges et des lycées. Donc ce manifeste non seulement maintient les acquis des lois Ferry, mais va les dépasser. Et on va le voir comment. La première chose, c'est l'école gratuite jusqu'à 14 ans. L'école gratuite l'était jusqu'à 13 ans pour Jules Ferry. Là, on va aller jusqu'à 14 ans pour l'école primaire. Et on va avoir la gratuité de 14 à 18 ans pour les élèves qui vont préparer des métiers dans des institutions reconnues. Et donc là, on voit bien cette volonté de permettre aux enfants issus des classes populaires de pouvoir parvenir à un enseignement secondaire. Alors, l'école unique voulue par les compagnons, par le manifeste des compagnons, ne verra jamais le jour. Elle ne verra jamais le jour en tant que telle. Mais ce manifeste va influencer aussi bien les hommes politiques que les enseignants. C'est-à-dire que ce manifeste va cheminer à travers l'esprit de ceux qui s'intéressent à l'école. Mais au départ, ce manifeste va être contesté par, on va dire, un certain nombre de personnes. Dans un premier niveau, on va avoir une contestation qui va se faire, on va dire, en termes politiques. Je ne vais pas revenir sur la différence de conception du rôle de l'école chez les politiques de gauche, hein, mais on va avoir une réticence qui va être importante chez les conservateurs de droite et chez l'Église. Parce que l'école telle qu'elle est conçue par les compagnons de l'université remet en cause, comme on l'a dit tout à l'heure, on va dire l'équilibre social, puisque l'élite sociale est contestée sur sa base, mais aussi remet en cause une certaine idée des répartitions, on va dire, des tâches en fonction des sexes. Et l'Église, notamment, voit d'un très mauvais œil que les filles et les garçons aillent sur les mêmes bancs, que les filles et les garçons apprennent les mêmes choses. C'est-à-dire que là, on va avoir une contestation, on va dire, qui, au-delà de la domination des classes sociales, on va dire, se pose en termes de domination du masculin.
On va avoir aussi des réticences de la part des enseignants. Et ça, c'est assez intéressant. Et c'est Prost qui le... C'est Antoine Prost, pas Alain Prost. Antoine Prost qui, dans différents ouvrages, va le mettre en évidence. Pourquoi les enseignants vont, une certaine partie des enseignants vont être opposés à cette école unique, c'est des points de vue tout à fait corporatistes. On comprend bien que les enseignants du secondaire qui sont surdiplômés par rapport aux enseignants du primaire voient d'un mauvais œil, on va dire, l'unification de cette école. Ça serait pour eux un déclassement. Mais les enseignements du primaire ne voient pas cette unification comme étant une promotion pour eux. Ils craignent de devoir être mis de côté ou ils craignent de devoir occuper des fonctions subalternes auprès des enseignants du secondaire. Donc, l'école unique, hein, on le voit bien que si elle peut être un vœu d'une grande partie de la société, elle rencontre, on va dire, de la part de ceux qui seraient les plus à même de faire changer l'école, hein, elle rencontre un certain nombre d'oppositions. Prost a montré aussi que l'école unique était comprise de manière différente et que différentes formes d'école unique aussi étaient en concurrence. On avait une première école unique, c'était une école primaire obligatoire jusqu'à 14 ans, comme celle voulue par les compagnons de l'université. Cette école unique, cette école primaire allant jusqu'à 14 ans, réduisait d'1 ou 2 ans le collège. On avait une deuxième forme d'école unique qui, elle, s'intéressait à ce qu'on appelle l'école moyenne. L'école moyenne, c'est le collège, c'est le niveau du collège. Et là, un certain nombre de personnes, et on le verra que des expériences seront tentées, hein, essayent de regrouper les écoles primaires supérieures avec les premiers cycles des lycées et des collèges. On va voir que cette organisation de regroupement des écoles moyennes, c'est finalement ce qui, 60 ans plus tard, aboutira à l'école unique que nous connaissons. Et puis, il y a ce que Prost appelle les faux amis de l'école unique, qui est en fait une coordination entre les différentes écoles primaires, collèges et lycées, avec l'établissement de la gratuité pour l'enseignement secondaire. On voit bien qu'ici, dans cette, c'est pour ça qu'il appelle ça les faux amis de l'école unique, l'école qui fonctionne suivant deux filières, hein, la filière populaire et la filière secondaire de l'élite sociale, n'est pas remise en cause. Malgré tout, ces trois visions, elles se rejoignent sur un objectif, c'est l'élargissement de l'élite. Parce que le développement, on va dire, économico-industriel du pays se fait de plus en plus sentir. Alors, je vais passer vite fait sur cette diapo parce que je l'ai traité
dans les diapos précédentes. Vous la retrouverez si ça vous intéresse, puisque je l'ai mis sur eCursus. Alors, on va s'intéresser à finalement la conception qui a été retenue, on va dire, par les politiques pour essayer de conduire à l'école unique. Est-ce que le but était véritablement de conduire à l'école unique? On n'en est pas sûr. Mais en 1924, on va avoir au niveau ministériel, on avait ce qu'on appelait le cartel des gauches qui était au pouvoir. Le cartel des gauches qui est toujours motivé par une démocratisation de l'école, mais aussi qui est confronté, on va dire, à une situation économique qui est très, très difficile, va essayer de trouver des moyens pour, on va dire, rentabiliser, structurer de manière plus efficace et plus rentable l'école. Et ils vont proposer ce qu'on a appelé l'amalgame. Alors, il va y avoir deux amalgames. On va parler de l'amalgame restreint et de l'amalgame élargi. Alors, l'amalgame restreint, c'est un regroupement au sein du même établissement scolaire des filières classiques et modernes. On se rappelle que les filières modernes ont été mises en place par Victor Duruy. Donc, on va avoir un regroupement des filières, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de filières classiques et de filières modernes. On aura une filière commune avec des enseignements qui vont différer. Alors, cet amalgame est important. Pourquoi? Parce que là encore, dans les collèges, malgré tout, dans la filière classique, dans le collège classique, on avait essentiellement des enfants issus de l'élite sociale, de la bourgeoisie, etc. Et dans les filières modernes, on avait ces fameuses exceptions consolantes dans lesquelles on retrouvait des enfants issus des classes sociales, on ne va pas dire défavorisées, mais issus des classes sociales d'enfants d'employés, d'enfants de contremaîtres, de ce type de classe sociale. Donc on voit bien que cet amalgame restreint, lui, va avoir quand même comme conséquence d'unifier au niveau secondaire, de regrouper au niveau secondaire des enfants qui sont issus de classes différentes. On va commencer à avoir un mélange social. On va avoir une deuxième forme d'amalgame qui est ce qu'on a appelé l'amalgame élargi. Alors, qu'est-ce que c'est que l'amalgame élargi? L'amalgame élargi, c'est un amalgame où on va non pas unifier à l'intérieur d'un même établissement scolaire, mais on va unifier les collèges et les écoles primaires supérieures. C'est-à-dire qu'on va regrouper au sein des collèges les élèves des collèges et les élèves issus des classes des écoles primaires supérieures. Avec évidemment la nécessité aussi d'adapter les programmes puisque les
les élèves des écoles primaires supérieures, eux, ont des enseignements qui sont plus pratiques, des enseignements qui sont plus techniques, voire scientifiques, alors que les élèves des classes des collèges sont plutôt des élèves qui apprennent les langues mortes, telles que le latin, le grec, qui sont plus sur ce qu'on appelle l'apprentissage des humanités. Ces amalgames vont avoir, s'ils vont être expérimentés, si ça va même aller au-delà des expérimentations, parce que ça va donner lieu à des décrets pris par le ministère de l'Instruction nationale, ces amalgames vont durer très peu longtemps et vont peu marcher. On peut fonctionner pour différentes raisons. La première raison, c'est que les enseignants voient ces amalgames d'un mauvais œil. Sous prétexte de dire qu'il est difficile d'enseigner le français à des élèves qui ont étudié le latin et des élèves qui n'ont pas étudié le latin, on voit bien que c'est la lutte des classes qui se propage, on va dire, à travers ces arguments pédagogiques. Les enseignants des écoles primaires supérieures n'étaient pas sans reste d'ailleurs pour traîner la patte pour faire fonctionner ces amalgames. Donc, sur le plan, on va dire, pédagogique, ça a eu des difficultés à fonctionner. Par contre, ça a eu un effet positif important qui va être poursuivi, on va dire, tout au long des années qui vont précéder les années de 1930-1933. C'est que, notamment, l'amalgame élargi, qui faisait que une école primaire supérieure se regroupait avec un collège, eh bien, on se retrouvait avec deux types d'élèves. Les élèves des écoles primaires supérieures qui bénéficiaient de la gratuité et les élèves des collèges qui ne bénéficiaient pas de cette gratuité. Donc petit à petit, pour, on va dire, un cartel de gauche qui réclame l'égalité entre les classes, petit à petit, ben, l'enseignement secondaire va devenir gratuit. On va se procéder par différentes touches à la gratuité de l'enseignement secondaire. Les années, on va dire, 1925 jusqu'au front populaire, c'est-à-dire 1936 ou même jusqu'à la guerre, on va voir une grande concurrence se mettre en place entre le primaire secondaire, c'est-à-dire entre les écoles primaires supérieures, voire le cours complémentaire, et les collèges. Cette concurrence, on va la voir pour une bonne et simple raison, que les gouvernements en place prennent conscience d'une part de l'inégalité du système, et donc voudraient ouvrir le secondaire, on va dire, aux classes populaires, mais aussi prennent conscience du retard qu'a la France, on va dire, sur le plan industriel, sur le plan économique, et qu'il faut augmenter le niveau de compétence des élèves, et donc qu'il faut ouvrir le secondaire à plus de monde. Il faut que tout le monde puisse participer on va dire, au recrutement de l'élite. Et donc, des efforts vont être mis en place. Et en fonction du nombre d'élèves recrutés dans les établissements scolaires,
on va doter ces établissements de moyens plus ou moins importants. Et comme progressivement est apparu le concours des bourses, puisque la gratuité est apparue dans le secondaire, et corrélativement, on va faire apparaître, on va mettre les bourses au concours. Donc, on va avoir ce concours des bourses qui va mettre en concurrence les collèges du secondaire et les écoles primaires supérieures. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, pour des raisons que l'on verra un peu plus tard, les élèves qui passent les élèves issus, on va dire, des classes populaires qui passent ces concours et qui sont reçus, choisissent plutôt les écoles primaires supérieures que les collèges. Et donc, qu'est-ce que l'on voit apparaître? On voit apparaître deux choses. La première, c'est que les collèges n'évoluent pas en termes de population. Il y a toujours le même nombre d'élèves qui sont quasiment toujours issus des mêmes classes sociales, alors que l'on voit une explosion des écoles primaires supérieures. Les écoles primaires supérieures explosent à la fois en termes de les écoles et primaires supérieures vont exploser à la fois en termes de nombre d'élèves, mais aussi en termes de niveau scolaire. Et comme les niveaux scolaires sont pris en compte aussi pour comment dirais-je, le financement des écoles, on va avoir les écoles primaires supérieures qui vont, alors qu'on a moins d'élèves qu'avant la guerre, on va avoir plus d'élèves qui vont aller dans les écoles primaires supérieures qu'avant la guerre. Donc ça montre bien le succès de ces écoles primaires supérieures, que les élèves issus des classes, on va dire, populaires, préfèrent aller dans les écoles primaires supérieures que d'aller dans les collèges. Et cela, il y a plusieurs raisons. Les premières raisons, c'est que la société change et de nouveaux métiers apparaissent, et notamment le tertiaire commence à se développer. Et avec le brevet d'études primaires supérieures, un certain nombre d'emplois valorisants et valorisés se développent. Et pour des élèves qui sont issus de classes sociales modestes, c'est un avenir florissant qui s'ouvre à eux. Maintenant, il y a d'autres raisons. C'est que, et on le verra, ça sera expliqué par Prost, c'est que les élèves issus des classes populaires préfèrent aller dans des instituts, dans des institutions qui sont organisées pour eux et ne se sentent pas d'aller dans les collèges dans lesquels gravitent principalement les classes sociales aisées. Ensuite, sur le plan rationnel, c'est plus facile pour eux, puisque dans les écoles primaires supérieures, il y a un internat, ce qu'il n'y a pas toujours dans les collèges. Et enfin, les instituteurs qui sont eux aussi issus des écoles primaires supérieures ont plutôt tendance à, comment dirais-je, orienter les élèves dans ces écoles primaires supérieures plutôt que dans les lycées. Donc on voit bien que la volonté de l'école de développer une école unique, hein, elle rencontre un certain nombre de difficultés,
même au sein de la population. Alors petit à petit, cette idée chemine et on arrive, on va dire, à un gouvernement qui va faire beaucoup de choses, on va dire, sur le plan social, sur le plan des transformations sociétales, des transformations de la société, c'est-à-dire le Front populaire. Je ne vais pas revenir sur les acquis du Front populaire, on les a étudiés les années passées, mais on va essayer de voir qu'est-ce que le Front populaire va apporter, on va dire, en termes d'évolution pour l'école. La première chose, c'est que le Front populaire va rendre l'obligation scolaire jusqu'à 14 ans. Et donc, cette obligation scolaire jusqu'à 14 ans va faire que l'obligation scolaire va prendre place, va commencer à prendre place au collège. L'obligation scolaire va donner lieu à une orientation à l'issue de la sixième. À l'issue de la sixième, on recherchait à orienter l'élève dans, on va dire, la filière qui lui correspond le mieux. Il y avait 3 filières, la filière classique, la filière moderne et la filière technique. Mais là, le gouvernement, le ministre Jean Zay va rencontrer une forte opposition de la part à la fois des enseignants, mais des inspecteurs généraux. Et la sixième, qui devait être une classe d'orientation, hein, va échouer puisque la période d'orientation va être réduite au premier trimestre. Et là, cette période d'un trimestre ne permettra pas aux enfants qui sont issus, on va dire, des mondes, des classes sociales populaires, de s'adapter à l'enseignement des collèges. Et on va voir l'orientation classique, moderne et technique qui va reproduire les strates sociales. Le gouvernement de Jean Zay va, comment dirais-je, proposer des nouveaux programmes, des programmes ou des instructions officielles qui vont être innovantes. Le côté innovant des instructions officielles, c'est que les instructions officielles vont poursuivre celles qui avaient été mises en œuvre en 1923, c'est-à-dire s'appuyer sur des connaissances scientifiques, notamment des connaissances de la physiologie, de la psychologie, pour pour construire des programmes qui sont beaucoup plus adaptés à l'évolution des enfants. Mais le côté innovant ne va pas s'arrêter à cette adaptation à la progression de l'évolution de l'enfant. C'est qu'on va s'orienter vers des savoirs, vers des connaissances, vers des compétences beaucoup plus modernes. On va être moins sur les humanités, on va s'ouvrir, on va dire, à l'évolution des connaissances. Et dernière chose, le gouvernement de Jean Zay va reprendre les idées des enseignements des collèges amalgamés et surtout va reprendre l'amalgame élargi, c'est-à-dire qu'on va voir beaucoup d'écoles primaires supérieures qui vont fusionner avec des collèges. Alors, on arrive à la Seconde Guerre
on va faire un petit bilan de, comment dirais-je, de l'évolution de l'école et on va s'appuyer sur les travaux de Prost. Si vous cherchez, on va dire, des informations sur l'évolution de l'école au XXe siècle, vous avez un certain nombre de livres d'Antoine Prost qui sont intéressants et qui donnent des statistiques, qui montrent le rôle des politiques, qui montrent le rôle de la société. Et ce sont des ouvrages qui peuvent vous intéresser. Alors, Prost va dire que l'école va entamer sa démocratisation, mais elle reste toujours divisée. Les aspects positifs, c'est l'obligation scolaire. L'obligation scolaire qui a été prolongée. On va avoir une massification du primaire. C'est-à-dire que cette obligation a fait que quasiment tous les élèves qui peuvent être scolarisés à l'école primaire vont être scolarisés. La concurrence entre le primaire secondaire et le secondaire a conduit à une massification du primaire secondaire. Et cette massification du primaire secondaire, on le verra après la Seconde Guerre mondiale, elle va amener l'État à devoir réformer le secondaire. Alors, avant de voir ce qu'est devenu l'école au sortir de la Seconde Guerre mondiale, on va voir ce que Vichy a fait de l'école. Les transformations qui ont été faites sous le gouvernement de Vichy ont des aspects qui sont positifs et des aspects qui sont négatifs. Donc, on va essayer de voir ça. Alors, la première chose, c'est que les réformes, elles sont sous-tendues par deux objectifs. Un premier objectif, alors j'ai mis entre guillemets redorer l'enseignement du primaire secondaire. En fait, quand on utilise le terme de redonner, c'est de redonner de l'importance. En fait, comme on avait dit, le primaire supérieur avait pris le pas sur le secondaire, et ça, Vichy ne le supporte pas. Donc, elle va essayer de contrecarrer cette évolution. Et on verra comment le gouvernement de Vichy va contrecarrer cette évolution, qui finalement permettra à certains enfants de tirer bénéfice de ces modifications de Vichy. La deuxième chose qui est importante, c'est évincer les gauchistes, entre guillemets, hein. Comme vous le savez, même encore maintenant, même si c'est moins flagrant, une grande partie des instituteurs étaient plutôt à gauche qu'à droite. Et à cette époque-là, on avait une grande majorité d'instituteurs qui étaient soit radicales de gauche, soit socialistes, certains étant même communistes. Donc, les réformes proposées par Vichy vont avoir cet objectif-là. Donc, on va avoir une suppression des écoles primaires supérieures parce que les écoles primaires supérieures, elles faisaient du tort au collège. En plus de faire du tort au collège, elles recrutaient beaucoup d'enseignants qui étaient très à gauche. Donc, on va supprimer ces écoles primaires supérieures qui vont être transformées en collèges modernes au sein des collèges qui sont déjà existants, où on va récupérer les locaux des écoles primaires supérieures dans lesquels on fera venir des enseignements plus à la botte du gouvernement.
Autre chose, on va vers la suppression de la gratuité du secondaire. La suppression de la gratuité du secondaire, ça marque un retour en arrière. Et ce retour en arrière, hein, c'est pour marquer, on va dire, le retour vers une politique de droite. C'est-à-dire que le développement de l'école unique, notamment du premier degré du secondaire, qui est le collège, porte trop la marque des victoires, on va dire, des partis de gauche. Donc, il est naturel pour le gouvernement de Vichy de supprimer cette gratuité du secondaire. Et pour rester dans une école traditionnelle, on va renforcer les cours complémentaires. Vous savez, les cours complémentaires, c'est les cours qu'il y avait après l'école primaire, hein, pour les élèves qui souhaitaient poursuivre après le certificat d'études. Et ce renforcement des cours complémentaires va avoir un effet, on va dire, très surprenant. C'est que 50% des élèves reçus au premier bac au début des années 60 seront issus des collèges modernes ou des cours complémentaires. Donc, on voit bien que dans cette volonté qu'avait Vichy, on va dire, de restaurer un peu l'organisation qui mettait en avant la domination de la bourgeoisie, et bien finalement, dans les années 60, on va avoir 50% des élèves issus des cours complémentaires ou des cours collèges qui vont avoir le premier bac, scores qui sont nettement plus importants que précédemment. Alors, après la Seconde Guerre mondiale, on va avoir différentes étapes qui vont conduire au collège unique. Et le collège unique permettra, on va dire, à l'école de s'orienter vers ce qu'on appelle l'école unique ou l'école pour tous. Alors, tout de suite après la Seconde Guerre mondiale, on va avoir des lois rapides pour restaurer la gratuité, l'obligation, etc. Mais on va conserver les structures de Vichy, c'est-à-dire les cours complémentaires, les écoles, le lycée, le collège moderne, etc. Alors, on va demander à deux éminents chercheurs, un que vous devez connaître, qui est Henri Vallon, hein, qui est le psychologue, on va dire, qui était le concurrent de Piaget, et puis on va avoir Langevin qui a découvert qui était un physicien qui avait découvert la relativité en même temps qu'Einstein, mais Einstein était un meilleur communicant, donc on a attribué la découverte de la relativité à Einstein. Alors, ce plan va être très utopique et comme le manifeste des compagnons de l'université, ne trouvera pas de mise en œuvre, on va dire telle qu'elle, mais va beaucoup marquer les esprits et va retrouver dans l'évolution des structures de l'école ou de l'organisation de l'école, on va retrouver aussi bien des choses du manifeste des compagnons de l'université que du plan Langevin-Vallon. Alors, que réclamait Langevin-Vallon? Une obligation scolaire jusqu'à 18 ans. L'objectif du plan Vallon, c'était d'élever le niveau de la nation. Et on va voir que Langevin-Vallon, eux, vont aller vers le développement de l'individu. Pour eux, il va être important de délivrer une culture générale plus que former des techniciens. Ainsi, ils disent, dans un État démocratique où tout travailleur est citoyen, il est indispensable que la spécialisation ne soit pas un obstacle à la compréhension
de plus vastes problèmes et qu'une large et solide culture libère l'homme des étroites limitations du technicien. Donc on voit bien qu'il cherche à former un homme cultivé qui va pouvoir, et que cette culture va lui permettre de s'adapter. L'école, comme pour la Troisième République, elle sera là pour former des citoyens. Et ils envisagent ce que nous, on va connaître, ce que vous allez connaître, une école unique à 3 degrés. Alors, qu'est-ce qui va différer du plan Wallon par rapport au manifeste? Comme je l'ai dit tout à l'heure, ils n'ont jamais été appliqués, mais ils ont marqué et ils vont servir de base tous ceux qui vont chercher à construire une école unique. Le manifeste, lui, défendait une idée d'une école qui formait un citoyen utile à la nation. Donc, ce qu'il allait chercher, on l'a bien vu tout à l'heure, hein, c'était la volonté de s'intégrer dans l'intérêt général. Le plan Langevin-Wallon, lui, va prendre, on va dire, un tournant vis-à-vis de cette conception. Lui, il va chercher à former un citoyen cultivé. Ils partent, et on voit bien que ce sont de grands scientifiques, et ils partent du principe que la culture est un outil d'adaptation. Alors, ce que nous verrons la semaine prochaine, c'est pourquoi on va aboutir petit à petit à cette école unique. D'une part, après la guerre, on va avoir un dilemme, c'est reconstruire et former. En même temps, l'école, plus que avant, va apparaître comme un ascenseur social. De plus en plus, dans l'opinion publique, va naître un refus de l'école inégalitaire. On va avoir un rejet d'une école élitiste qui échoue. L'école élitiste qui échoue, c'est l'école élitiste qui n'a pas été capable de mener la France à la victoire en 1940. C'est l'école élitiste qui échoue, c'est l'école qui a formé une élite qui a collaboré, etc., etc. Et les familles ont un espoir pour leurs enfants. C'est une forme de rébellion. C'est de ne plus accepter pour ses enfants, on va dire, le sort qu'on a soi-même vécu. Et si l'on se rapporte à Prost, d'après lui, de 1950 à 1956, le nombre de sixièmes a augmenté de 75%. De plus, de 1956 à 1961, le taux de scolarisation a augmenté de 6%, alors qu'il aurait dû régresser de 13,2%, compte tenu du fait qu'il y a moins d'enfants, hein, puisqu'avec la guerre, il y a eu moins de naissances. Donc on voit bien, à travers ces chiffres, se manifester l'espoir qu'ont les familles dans l'école. Mais l'école va être frappée, hein, on va dire, par des inégalités. En 1958, 50% des élèves des centres d'apprentissage sont des fils d'ouvriers. 33% sont dans les cours complémentaires et seulement 15% accèdent à l'enseignement secondaire. Entre 1958 et 1959, seulement 16,5% des enfants de 11 ans accèdent au secondaire. Ça veut dire qu'on a 16% des enfants qui rentrent en sixième. Alors vous imaginez, compte tenu du fait qu'il y en a
quand même qui vont échouer au bac, le nombre d'enfants qui vont avoir le bac dans une génération. Et donc, pour conclure, et ça nous servira de départ pour la semaine prochaine, hein, comment se répartissaient les enfants à la sortie du CM2, on va dire à la fin des années 50. On avait 20% des élèves qui redoublaient le CM2, 45% qui continuent dans l'enseignement élémentaire, en classe de fin d'études primaires, c'est-à-dire les cours, un sous-cours complémentaire. On a 16% qui entrent dans un cours complémentaire. On a 7,5% qui vont rentrer dans l'enseignement classique, c'est-à-dire au collège dans l'enseignement classique. On va avoir 7% qui vont rentrer au collège dans l'enseignement moderne et 2% qui vont rentrer dans une école technique. Donc si l'on regarde bien, on a moins de 15% des élèves de CM2 qui vont rentrer dans l'enseignement secondaire. Donc, le problème de la France, ça va être d'une part de lutter contre les inégalités sociales et d'autre part que la lutte contre ces inégalités sociales permette de former une élite qui va mettre la France sur les routes du progrès. Et donc on verra la semaine prochaine quelles sont les mesures mises en place qui vont déboucher à l'école que vous connaissez et que moi, je n'ai pas connue. Voilà. Est-ce que vous avez des remarques ou des questions à formuler? Donc, le diaporama que j'ai animé là est sur eCursus et puis il y a un document plus littéraire aussi qui expose, qui complète les données que je vous ai données. Donc, je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à demain.